Un exemple, alors je ne l'ai pas cité parce que je ne savais pas s'il avait sponsorisé votre colloque, mais c'est un centre commercial de grande importance et qui s'est installé sur un terrain qui faisait 12 hectares, qui était entièrement enherbé. Et donc, ce monsieur-là est venu s'installer et puis a imperméabilisé d'un seul coup ces 12 hectares. Donc, si on avait dû évacuer le débit de pointe de toute la surface imperméabilisée, il aurait fallu construire des ouvrages permettant d'évacuer 1,5 mètre cube par seconde. Là, on a imposé le débit de sortie qui est de 3 litres hectares par seconde, ce qui est le ruissellement naturel d'un terrain agricole sur lequel il n'y a rien dans végétation. Et donc, ce qui donne pour 12 hectares un débit de 36 litres seconde. Et donc, vous voyez la différence quand même. Et donc, tout ça, c'est réalisé parce que sous chaussée, sous l'enrobé poreux, on a un matériau avec 30% de vide et qui permet de stocker sur la surface de parking 3200 mètres cubes d'eau. Également, autre intérêt énorme des solutions compensatoires, je vous dirai un mot tout à l'heure de la pollution des eaux pluviales, c'est que ces solutions compensatoires ont un très grand rendement en matière d'abattement de la pollution d'eau pluviale. Quand il s'agit de bassins, comme la pollution pluviale, elle est surtout une pollution particulière, on en récupère 80% lorsqu'on est en décantation dans des bassins. Et puis quand on est au travers de structures poreuses, on a un effet de filtration qui permet également de retenir 80% de cette pollution. Ce qui fait que si je reviens à mon exemple de Saint-Médard-en-Jalles, comme c'était un parking de très grande dimension, on l'a instrumenté pour suivre un peu toute cette évolution de la pollution. Et dans la littérature, quand on applique les travaux de recherche sur ces pollutions, on considère que sur les 8 hectares de parking, par an, on récupère 10 kg de plomb, 25 kg d'hydrocarbures, 7,5 kg de matière organique et 6 tonnes de matière en suspension. Ce qu'on a mesuré en sortie au bout d'une année, vous voyez qu'en plomb, on n'en a pratiquement pas trouvé, en hydrocarbures, on n'en a pas trouvé, en matière organique, on en a trouvé un petit peu, et puis on a trouvé un petit peu de matière en suspension, ce qui fait que vous voyez qu'avec ce type de solution compensatoire, on a un abattement de la pollution qui est entre 85 et 90%. Alors aujourd'hui, en 82, donc plus de 20 ans après, on a plus de 10 000 solutions compensatoires sur le territoire communautaire. Ça fait partie de notre réglementation. C'est une technique qui est bien assimilée par tous les architectes aujourd'hui, une efficacité reconnue dans la lutte contre la pollution des eaux pluviales, une gestion qui n'est pas toujours simple, mais je ne vais pas rentrer dans ce cas-là. Mais par contre, le problème de la pollution des eaux pluviales oblige aujourd'hui les collectivités à s'interroger sur le traitement de cette pollution et au moins son élimination au fil de l'eau avant de rejeter les eaux au milieu naturel. Et le bassin de la Grenouillère que certains vont visiter demain a été conçu dans cette optique-là. Ici, vous avez, je vais prendre l'exemple de la tasse de thé. Quand vous avez une tasse de thé et que vous voulez mélanger votre thé dedans, vous le tournez et puis que vous constatez qu'après, dans votre tasse, les 2 petits grains de thé qui se sont échappés de la passoire, ils sont au centre de la casserole. Pourquoi ? Parce que quand on fait un mouvement circulaire comme ça, on crée des courants secondaires et que la zone de tranquillité, ici, elle se trouve ici. Donc, on a un rabattement de tous les dépôts vers le centre de l'ouvrage. Donc, on a construit une tasse de thé de 65 000 m3 sous ces 2 bâtiments. Là, les voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est un ouvrage particulièrement remarquable qui a été réalisé sous la communauté urbaine. On a ce noyau central qui fait 25 000 m3 et dans lequel on a cet effet vortex qui est extrêmement important. On accélère l'effet vortex en faisant arriver l'eau par une rampe de mise en accélération qui est tangentielle et qui donne immédiatement l'effet de rotation et qui entretient la vitesse de rotation. Et ce qui fait que la décantation qui se produit dans le bassin migre petit à petit vers le centre de l'ouvrage et puis on reprend les eaux chargées pour les envoyer vers la station d'épuration et les eaux claires qui sont décantées sont envoyées directement au milieu naturel. On a beaucoup travaillé sur cet ouvrage-là avec l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse et notamment on a travaillé sur maquette. Et travailler sur maquette, c'est très intéressant, sauf qu'il y a l'effet d'échelle qui joue.
hein. Et juste pour l'anecdote, essayer de retrouver ce qui est le plus représentatif de l'effet de décantation quand on essaie de réduire la taille de l'ouvrage. On a essayé beaucoup de choses, des éléments de plastique, du marc de café, des choses comme ça. On avait même trouvé une thèse faite par un bureau d'études anglais qui conseillait la sciure de noyaux d'olive. Alors on a commencé par faire le calcul du nombre d'apéritifs qu'il fallait prendre pour pouvoir avoir suffisamment de noyaux d'olive, et on a continué au marc de café pour être certain de terminer l'étude.